Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 8 mars. L'actualité est dominée par la célébration de la Journée internationale du droit de la femme. Conférences, panels et autres activités ont été initiées pour préparer cette journée qui est célébrée aujourd'hui à Manga au plan national autour du thème « Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes ». Dans ce journal, les échos de la table ronde organisée à Bruxelles sur la lutte contre les mutilations génitales féminines et qui a connu la participation de la première dame Chantal Compaoré. Ainsi donc, la première dame Chantal Compaoré a pris part mercredi dernier au siège de l'Union européenne à Bruxelles à une table ronde sur les mutilations génitales féminines MGF. Organisée par la commission de l'UE, la table ronde a permis d'échanger autour de la résolution prise par les Nations Unies interdisant les MGF. Le Burkina a piloté la campagne pour cette abolition et il revenait à Chantal Compaoré de partager son expérience avec les participants à la rencontre. Reportage à Bruxelles, Urbain Sommet, Marguerite Douaniou. Autour de la même table, des personnalités de l'Union européenne, avec en tête la vice-présidente de la Commission de l'Union européenne, Viviane Reding, des parlementaires européens, mais aussi des responsables politiques, des activistes, des ONG et une première dame pour parler de la mise en œuvre de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre dernier et qui interdit les mutilations génitales féminines dans le monde. Le rôle du Burkina Faso a été déterminant pour aboutir à cette décision et les mérites de la première dame du Faso, cheville ouvrière de cette lutte, ont été salués à cette réunion de Bruxelles. Et si Chantal Compaoré a pris la parole à cette table ronde, c'est pour son expertise dans le domaine. J'ai eu le privilège d'assurer la coordination de la campagne internationale qui a permis cet aboutissement heureux. En vue de susciter un impact positif à la résolution, sur l'invitation du gouvernement et du Sénat italien, j'ai pris part à une réunion en Italie de haut niveau sur les mutilations génitales féminines en début février. L'objectif principal était de promouvoir la mise en œuvre de la dite résolution. Hier, à New York, j'ai participé également à un panel sur le thème de la résolution et le plan intensifié des efforts visant à éliminer les mutilations génitales féminines. Le courage et la ténacité ont payé. Il a fallu 28 ans de lutte pour parvenir à convaincre la communauté internationale sur l'urgence de voter cette résolution considérée comme un moment décisif dans ce combat contre toutes les formes de pratiques néfastes et qui sont une violation des droits fondamentaux de la femme et qui touchent chaque année plus de 3 millions de jeunes filles dans le monde. C'est un combat qu'il faut d'ailleurs que je dois mener maintenant en tant qu'ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain pour pouvoir amener les chefs d'État africains où se passent les pratiques de l'excision à faire des lois et à s'impliquer réellement dans la lutte. Que peut faire l'Union européenne à la suite des Nations unies et comment le faire? C'est le débat qui a été ouvert ce jour. L'UE s'engage à poursuivre la sensibilisation et lance un appel aux organisations régionales africaines pour une étroite coopération dans cette lutte. La lutte contre les mutilations génitales féminines porte des fruits au Burkina grâce à la mobilisation de tous. Dans le monde, les responsables coutumiers et religieux sont des acteurs de cette lutte. Ces leaders d'opinion mènent des activités de sensibilisation auprès des populations. Une démarche qui a contribué à faire reculer le phénomène de l'excision dans la région. Wendata Kaoré Nathalie. Le défi de la tolérance zéro à la pratique de l'excision passe par une implication de tous les acteurs de la société. À Dédougou, dans la Boukou du Moun, le phénomène de l'excision aurait régressé significativement grâce en partie aux efforts de certains leaders d'opinion comme les autorités coutumières. C'est la Dédougou-Ville, c'est vrai qu'on n'a pas toute la situation à 100%. Néanmoins, la pratique a beaucoup diminué. Beaucoup diminué. Sont celles qui pratiquaient depuis longtemps, évidemment. Afin de sensibiliser, on quand même chose. Et comme entre-temps, le temps a pris des mesures, vraiment chose, donc ce qui a fait que ça a découragé certaines exciseuses. Dans la région, évidemment, il y a des foyers, des coins où c'est pratiqué, mais d'une manière clandestine. Il y a eu beaucoup
d'intervention au niveau des leaders religieux et des traditionnels, ceux qui font les coutumes. C'est par eux qu'on est passé pour lutter pour l'éradication du fléau. Dans cette région, les autorités coutumières font un travail de sensibilisation à l'endroit de la population en général, mais surtout à l'endroit de la communauté musulmane, souvent indexée comme un milieu où la pratique de l'excision est encouragée. On leur a dit non, puisque après les témoignages même de certains pays européens, arabes, le Maroc, depuis 1987, le gouvernement m'a envoyé des gens là-bas pour réellement voir si c'est la religion qui recommençait. Il dit non. Selon les choses, ce n'est pas la religion. La religion n'a rien à faire. La preuve est qu'eux-mêmes là-bas, les femmes ne sont pas excisées. Les membres de la communauté musulmane sensibilisés prennent à leur tour des mesures pour faire passer le message. Cela consiste à donner des instructions aux prêcheurs des différentes mosquées de la zone pour qu'ils abordent le thème de l'excision pendant le culte. On a dit aux gens, c'est-à-dire nos prêcheurs, on les a dit de faire toujours les choses. Quand ils prêchent, alors ils n'ont qu'à parler de l'excision. Il ne faudra pas que les gens font encore la pratique de l'excision. En tout cas, on a dit à nos prêcheurs de tout faire pour que l'excision soit anéantie carrément dans notre région. Cette stratégie semble être efficace selon la communauté musulmane de Dédougou. Ce leader religieux avoue qu'il parle sans tabou de l'excision en toutes circonstances dans le sens de l'éradication de cette pratique. Mieux, il a donné l'exemple depuis plus de 20 ans en ne faisant pas exciser ses filles. On n'est pas né trouvé qu'il y a l'excision. Chez nous, en tout cas, nous, on n'a pas connu cela. Beaucoup ont compris parce que, en tout cas, je ne suis pas au courant de quelque chose concernant la pratique de l'excision à Dédougou précisément. Je peux témoigner parce que celle que vous avez interviewée tout de suite, elle n'a pas excisé. Sa sœur aussi n'a pas été excisée. La mobilisation des différents acteurs ont certes permis d'aboutir à cette situation appréciable sur le phénomène de l'excision dans la boucle du Mouhoun. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La vigilance doit être de mise car les adeptes de cette pratique ne manquent pas d'astuces. Cet homme a développé des initiatives, c'est d'amener les victimes dans une autre localité pour exciser, surtout pendant les vacances. On profite des vacances pour dire bon, on va rendre visite à telle grand-mère et c'est là-bas. Ouais, ça coule l'attention des gens, quoi. Voilà. La petite arrive là-bas, puis toujours le lendemain qu'on l'excise. Pour avoir compris les effets néfastes de l'excision, cette petite fille de la famille Bagayoko aura la chance d'échapper à cette pratique. À l'instar de la boucle du Mouhoun, les autres régions du Burkina Faso gagneraient à davantage impliquer les leaders coutumiers et religieux dans la bataille contre la pratique de l'excision. Une pratique qui, rappelons-le, constitue une grave violation du droit à l'intégrité physique de la femme. À Bobo-Dioulasso, une conférence publique s'est tenue hier autour du thème de cette année, entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes, initiée par la Direction régionale de la promotion de la femme des Hauts-Bassins. Cette conférence a permis de faire l'état des lieux de la lutte contre la pauvreté féminine. Sanoua Christine Koulibaly. De cette conférence, il ressort que sur 51 580 entreprises recensées au Burkina en 2011, 15 à 16% sont créées et gérées par les femmes. Un constat peu reluisant est accentué dans la région des Hauts-Bassins où sur 600 entreprises identifiées en 2012, seulement 83 appartiennent aux femmes. Pour un pays comme le Burkina qui ambitionne un taux de croissance à 2 chiffres, l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes, qui constituent près de 52% de la population, semblent un passage obligé. Il faut donc travailler à identifier et lever les goulots d'étranglement. L'intérêt de cette conférence, c'est d'abord entretenir les femmes sur un thème vraiment d'actualité, un thème que le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a consacré en cette année 2013, notamment à l'occasion du 8 mars 2013. C'est également pouvoir ensemble avec les femmes essayer de décliner quels sont les obstacles à l'entrepreneuriat féminin, et que ce soit au niveau de la création des entreprises ou bien
au niveau de la conduite des affaires. Des difficultés qui se résument entre autres à la difficulté d'accès au financement et au foncier rural, les pesanteurs sociales et le faible niveau d'études des femmes. Des difficultés qui, de l'avis de certaines participantes, ne sont pas insurmontables. Il est possible d'arriver à lever ces différents obstacles s'il y a une volonté effectivement de vouloir accompagner les femmes vers justement leur autonomisation économique. Je pense que c'est très possible. Pour exhorter les femmes à transcender toutes ces difficultés, des exemples de réussite leur ont été présentés. Et toujours dans le cadre des préparatifs du 8 mars, l'ONG Diaconia a organisé mercredi à Koudougou un panel au profit des étudiants de l'université. Plusieurs thèmes sur les préoccupations des femmes ont été abordés, comme la contribution de l'UNFPA pour la réduction des inégalités du genre au Burkina. Reportage à Koudougou, Kadi Sanogo. Pour marquer la célébration de la Journée internationale de la femme, l'ONG Diaconia et ses partenaires ont initié un panel au profit des étudiants de l'université de Koudougou. La première communication, animée par Kizito Dakio du mouvement burkinabé des droits de l'homme, a porté sur les droits de la femme hier, aujourd'hui et demain. La contribution de l'UNFPA pour la réduction des inégalités du genre au Burkina Faso est le deuxième thème de ce panel. C'était une occasion pour cette agence leader des questions de genre dans le système des Nations Unies de faire le point des actions qu'elle a menées. Dans cette communication, j'ai fait juste ressortir les grands domaines d'intervention qui sont notamment le plaidoyer pour la promotion du genre et des droits des femmes et des filles au Burkina Faso, le volet renforcement des capacités pour permettre aux acteurs d'avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer la systématisation de cette approche genre dans toutes leurs actions. La journaliste Jeanne Zoundi reçoit le prix du Fonds commun genre, initié pour la première fois par l'ONG Diaconia pour son article intitulé « La laiterie Peul de Garango ». La lauréate reçoit un ordinateur. À travers ce prix, c'est vraiment une joie qu'on ressent et c'est un honneur pour mon organisation. C'est un honneur pour mon organisation qui a reçu ce prix à travers une expérience réussie qu'on pensait capitaliser à travers un article. Donc on est vraiment content. Dans la cité du Cavalier Rouge, l'ONG Diaconia a prévu plusieurs activités pour la commémoration de la Journée internationale de la femme. On peut citer entre autres des projections de films, un concours de slam, une animation musicale et un match de football. À la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, une centaine de couples se sont dit oui à Komsiliga dans le cas du Yogo, dans le cas des mariages collectifs. Une occasion pour ces couples de régulariser la situation dans une ambiance festive. Reportage Claudine Bikaba. Sylvie. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Yanogo Benjamin ici présent? Oui. Au nom de la loi et en ma qualité d'officier de l'état civil, je vous déclare il n'est pas le lien du mariage. À travers ces mots consacratoires, Benjamin Yanogo et Sylvie Ilboudo se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Et comme eux, 112 autres couples monogames et polygames confondus ont pris l'engagement de s'aimer, se soutenir et se porter assistance mutuellement tout au long de leur vie devant l'officier de l'état civil en présence de nombreux parents, amis, frères et sœurs, mais aussi les témoins de mariage. Le maire de la commune rurale de Komsiliga dans la province du Kadiogo, qui a célébré cette cérémonie de mariage collectif, s'exprime. Ce matin, nous venons de célébrer 113 mariages collectifs. Donc cela nous réjouit beaucoup et cela démontre que le gouvernement burkinabé n'a pas eu tort en communalisant tous les territoires, en rapprochant l'administration aux administrés. Pour certains, c'est une vie à deux qui commence. Pour d'autres, ce n'est qu'une régularisation de leur vie commune. Tous, ils sont heureux de l'acte qu'ils viennent de poser. Je suis vraiment heureuse, bien même. Je pense que ce mariage, Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner beaucoup de choses. C'est nous qui l'avons choisi et puis nous sommes contents et fiers de ce que nous avons fait. Cette
cérémonie a été ponctuée par la lecture des articles 292 à 296 du Code des personnes et de la famille, traduits en langue nationale dont le maire se doit l'obligation de porter à la connaissance des couples qui veulent officialiser leur union. Après cela, les nouveaux mariés ont procédé à la signature des actes de mariage et de la mise des anneaux qui ont mis fin à cette célébration, suivie par des pas de danse et les félicitations du maire. Autre point de l'actualité, visite hier à Bagré du ministre des Ressources animales et halieutiques et l'ambassadeur de Chine. Le centre d'intérêt de cette visite était le projet d'élevage piscicole de Bagré Pôle. Il s'agissait de s'assurer de la maîtrise du transfert de technologies fournies par Taïwan au Burkina. Yacouba Goro. Dans ces étangs à parois bétonnées de l'unité de production des semences piscicoles de Bagré Pôle, c'est une dizaine de millions d'alevins qui est produite chaque année. Cette unité est l'une des nombreuses réalisations du projet d'élevage piscicole rétrocédé par la Chine-Taïwan au gouvernement burkinabé en janvier 2010. Aujourd'hui, la mission conjointe composée du ministre des Ressources animales et halieutiques et de l'ambassadeur de Chine-Taïwan visite les différentes unités du projet pour constater de visu les progrès réalisés dans la maîtrise des technologies transférées en matière d'élevage piscicole sur les sites de Bagré Pôle. Il faut dire que le projet d'élevage piscicole s'est terminé pour notre part en janvier 2010. Et j'ai eu l'honneur de remettre l'ensemble des équipements ainsi que le site aux autorités burkinabées. Ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est bien, mais ça peut être mieux. À cette occasion, l'unité de production des semences piscicoles et celle de poissons marchands ont reçu la visite de la mission. À cela s'ajoute également l'usine de fabrication d'aliments pour poissons d'une capacité de production d'une tonne par heure et l'unité de pré-traitement de poissons marchands. En 2012, plus de 40 000 tonnes de poissons marchands ont été produites. Aujourd'hui, malgré la suppression de la subvention de l'État burkinabé, l'espoir reste toujours permis du côté du projet d'élevage piscicole de Bagré Pôle. L'ambition du gouvernement et des bailleurs de fonds, c'est de faire de Bagré un pôle piscicole majeur pour le Burkina Faso. Dans ce cadre, nous travaillons à mettre en place un centre de formation d'excellence qui pourra avoir des compétences variées. L'orientation qui est donnée à la direction générale de Bagré Pôle va viser surtout à pallier cela, afin que nous voyions qu'est-ce que l'État peut continuer d'apporter, qu'est-ce que le privé peut également prendre comme part, peut jouer comme rôle. Le site est l'un des exemples illustratifs de l'excellence des relations de coopération entre la Chine-Taïwan et l'État burkinabé. Et ce projet de production de poissons vient comme une alternative à la sécurité alimentaire et à l'amélioration du revenu des Burkinabés. Restons au ministère des Ressources animales et halieutiques pour évoquer la campagne de sensibilisation et de lutte contre la corruption. Une journée de réflexion et d'échange pilotée par l'Autorité supérieure de contrôle d'État ACE a donné l'opportunité aux participants de s'informer sur le phénomène et de s'engager dans la lutte contre la corruption. Reportage Ramatou Zida, Nathalie Savargo. Cette forte mobilisation des acteurs du département des ressources animales et halieutiques dénote de l'importance de l'ordre du jour de ce jeudi 7 mars. Une journée pour réfléchir et échanger sur la question de la corruption dont les conséquences se ressentent dans tous les secteurs d'activité. Projection du film On ne mange pas les merci, exposé sur les attributs et le mode de fonctionnement de l'autorité supérieure de contrôle d'État, telles étaient les grandes articulations de cette rencontre. Une rencontre au sortir de laquelle chaque participant pourra désormais mieux appréhender le phénomène de la corruption et s'impliquer davantage dans la lutte pour son éradication. Donc, dans la lancée de ces assises nationales de lutte contre la corruption, le ministère a voulu élargir en fait la sensibilisation que l'autorité supérieure de contrôle de l'État a engagée depuis le mois de septembre. Donc, ce n'est pas pour dire que nous avons plus de gangrènes que les autres, mais pour nous, nous avons voulu cette journée pour que nous puissions échanger avec le plus grand nombre de nos agents, notamment les jeunes qui sont en train de sortir de l'école.
Cette journée de réflexion s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation entamée depuis septembre 2012 par l'Autorité supérieure de contrôle d'État. Une campagne qui porte déjà ses fruits. Le bilan, on peut dire qu'il est positif parce que le passage du Premier ministre, son Excellence Monsieur le Premier ministre à l'ASE en septembre, ça a permis en fait de réaffirmer encore la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption, et puis ça a permis aussi aux responsables des différentes structures de prendre conscience de leur rôle de sanction. Il ressort du rapport sur l'état de la corruption publié en 2007 par le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC que le phénomène est très répandu au Burkina Faso. Les efforts de sensibilisation consentis par l'ACE dans les différents départements permettront de mettre un plus large public au diapason. Une politique nationale dont la vision est d'atteindre le niveau de tolérance zéro dans les 5 années à venir. Réunion à Ouagadougou de la deuxième session ordinaire du Comité national de suivi du plan de développement sanitaire 2011-2020. Cette session, c'est de revue annuelle du secteur santé et nutrition. Pendant 48 heures, les participants vont se pencher sur le bilan de l'année dernière et élaborer les priorités des années à venir. Nathalie Savargo. Le ministère de la Santé et ses partenaires veulent renforcer les performances du système national de santé. Réunis dans cette salle de conférence de l'hôpital Blaise Compaoré, ils vont ensemble examiner le bilan des activités menées en 2012 dans le cadre de la mise en œuvre du plan national du développement sanitaire PNDS. Il sera question durant donc cette revue du secteur de la santé et nutrition que dans un premier temps nous avons donc fait cela hier, je dois le rappeler, des travaux en commission. C'était donc des travaux techniques qui avaient pour objectif de permettre aux 6 commissions thématiques du suivi de notre PNDS de pouvoir donc approfondir un document de base qui a été élaboré par une équipe technique nationale pour rendre compte de la mise en œuvre de la stratégie de croissance et de développement durable pour le secteur santé et nutrition, bien entendu par ricochet de notre plan national de développement sanitaire pour la période 2011-2020. Mais c'est véritablement l'année 2012 qui a été donc concernée, qui est donc l'objet de la présente revue. Un présidium a été mis en place dont le ministre de la Santé en est le président. Il est appuyé par 3 vice-présidents et doivent statuer et faire des recommandations pour permettre une mise en œuvre efficace du plan national du développement sanitaire. En outre, ils doivent prendre connaissance des résultats de l'étude sur la qualité des prestations réalisée par l'Institut de recherche en sciences de la santé et de l'enquête sur l'indice de disponibilité et de capacité opérationnelle des services réalisés par la Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires. Un établissement d'enseignement de Saba dans le Kadiogo donne la possibilité à tous de mesurer l'étendue de ses capacités et domaines de formation. L'établissement Gabriel Tabourin organise depuis le 6 mars des journées portes ouvertes autour du thème « Une formation de qualité pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes ». Oumoussissé Tangakafando. Une maison en construction, des plaques solaires, des portes métalliques et des dessins bâtiments, c'est ce qui constitue le champ école et le fruit de l'imagination des élèves de l'établissement Gabriel Tabourin dans la commune de Saba. Un établissement qui s'ouvre au grand public pour la 2e année consécutive à ces journées portes ouvertes. On va permettre aux partenaires d'échanger avec les acteurs de l'établissement pour chercher l'excellence. Aussi, c'est pour que les élèves puissent découvrir qu'est-ce que le milieu professionnel demande et aussi les permettre d'échanger et de savoir comment s'insérer dans la société de façon active. Créé en 1994 par les frères de la Sainte Famille, l'établissement a 2 sections. Une section générale de la 6e à la terminale D et une section technique qui comprend les filières dessin bâtiment, électronique et mécanique auto. En 19 ans d'existence, ce sont des milliers d'élèves qui ont été formés, mais des défis restent encore à relever. Les grands défis qui restent à faire, c'est surtout les bacs professionnels. Les élèves me demandent, au niveau de l'université, il n'y a pas de disposition pour qu'eux puissent avoir une formation de façon continue.
Donc ça, c'est un des défis que nous essayons de voir comment faire pour mettre des grandes écoles sur place, pour les permettre de perfectionner leur professionnalisme. Et deuxièmement, c'est surtout faire continuer sur place les élèves en technique de maintenance automobile, en dessin bâtiment et puis en électronique. Les journées portes ouvertes de l'établissement Gabriel Taborin qui se tiennent sous le thème « Une formation de qualité pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes » s'étaleront sur 2 jours. Des conférences, un match de football et une soirée culturelle constitueront les différentes activités de ces journées. La commune de Léo a un nouveau maire. Dramane Nignan, élu du CDP, a été installé dans ses fonctions le week-end dernier. Il remplace à la mairie Mahaman Diakité, qui a dirigé la commune pendant 17 ans. Le nouveau maire souhaite collaboration, cohésion et entente de tous pour réussir le développement de sa ville. Nyarkiteda. Ainsi, Dramane Nignan vient d'être officiellement installé maire de la commune de Léo par le haut-commissaire de la province de la Sicile dans un stade archi-comble et acquis à sa cause. Issu du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, Dramane Nignan a obtenu 32 voix contre 27 à la coalition de l'opposition. Il va diriger un conseil fort de 59 membres, un conseil qui devrait travailler à trouver les stratégies nécessaires pour booster le développement de Léo. Pour y parvenir, le nouveau maire compte sur 3 aspects essentiels. Ma priorité reste et demeure la cohésion, l'entente entre les fils et les filles de Léo. Deuxièmement, je voudrais que la jeunesse de Léo adhère massivement à notre action. Troisièmement, rien ne peut se faire sans les femmes et les femmes se mobilisent comme vous le savez. Mais je demande une plus grande mobilisation de ces femmes qui, sans elles, il n'y a pas de développement possible. Zone de production par excellence, mais paradoxalement, la commune de Léo est comptée parmi les zones où la pauvreté fait parler d'elle. Le nouveau conseil municipal se donne alors comme défi travailler à l'éradiquer par la promotion de l'emploi, de la santé, de l'éducation et des infrastructures économiques. Une nouvelle vision qui repose essentiellement sur les acquis du conseil sortant qui dit avoir injecté près de 4 milliards de francs CFA en 17 ans pour le développement de Léo. Le conseil entrant sollicite l'adhésion et la mobilisation de l'ensemble des acteurs autour du nouveau programme qui sera bientôt lancé. À la cérémonie d'installation du nouveau maire de Léo, une délégation ghanéenne y était pour apporter son soutien à la commune de Léo. Un mini-FESPACO pour permettre aux populations de Sia de vivre la fête du cinéma africain est organisé depuis hier à Bobo-Dioulasso. Plusieurs films lauréats et d'autres œuvres non moins importantes vont être montrés au public bobolais. L'engouement est au rendez-vous de ce FESPACO à Bobo-Dioulasso. À Adi Sandamba. Tei de Alain Gomis, film lauréat de l'étalon d'or de Yenenga 2013 en projection à Bobo-Dioulasso. Pour la circonstance, c'est la maison de la culture qui a été transformée en salle de cinéma. Une séance qui inaugure la série de projections pour cette édition de la Biennale du cinéma africain dans la ville de Sia. Comme d'habitude, depuis quelques éditions déjà, les cinéphiles bobolais accueillent le FESPACO, le Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, à peine une semaine après la clôture du festival dans la capitale. La reprise des éditions du FESPACO à Bobo-Dioulasso va en droite ligne des besoins exprimés par la population et la presse locale, qui a toujours si bien su exprimer les attentes de la population de notre région. En effet, l'organisation de cette manifestation a connu une suspension en 1993 pour être reprise en 2009. Auparavant dénommée Mini-FESPACO, elle devient désormais le FESPACO à Bobo-Dioulasso. Pour la première fois, le FESPACO à Bobo-Dioulasso est parrainé et c'est Sungalo Apollinaire Ouattara qui assure ce rôle. Ici, cette manifestation répond également à sa connotation panafricaine avec la présence du président de l'Assemblée nationale du Gabon ainsi que la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et c'est avec enthousiasme que les hôtes du parrain du FESPACO à Bobo-Dioulasso ont suivi cette première séance de projection. Tout à l'heure, le présentateur disait en fait que le FESPACO Bobo 2013 est mis sous le signe de la femme. Et
ressemble donc à la femme, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'énigmes et surtout beaucoup de couleurs. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter mon compatriote Alain Gomis. Je le félicite vivement, c'est une grande performance. Le FESPACO à Bobo Dioulasso, c'est du 7 au 10 mars avec à l'affiche la projection des différents films lauréats ainsi que d'autres chefs-d'œuvre africains. Et cette année, ce sont 3 salles de projection qui abriteront le festival. Il s'agit du Ciné Sagnon et de 2 autres salles au sein de l'Institut français. Les funérailles nationales de Hugo Chavez sont organisées aujourd'hui à Caracas en présence de milliers d'admirateurs du commandante et d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Les obsèques de Chavez débuteront à 15h30 GMT et la dépouille du président vénézuélien sera embaumée comme Lénine ou Mao. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Une nouvelle fois, bonne fête à toutes les femmes.